Paris, juillet 2020. Une nuit d'été apparemment banale dans la banlieue de Créteil. Le silence des rues résidentielles n'est troublé que par le ronronnement presque imperceptible d'un moteur tournant au ralenti à l'intérieur d'une voiture volée. Dans ce véhicule, plongé dans l'obscurité, deux hommes observent attentivement la routine d'une femme qui se dirige vers son immeuble. Marie-Hélène Dini, une coach d'affaires prospère qui n'a pas la moindre idée que sa vie est sur le point d'être fauchée par une exécution professionnelle. Ce que la police française a découvert en abordant ce véhicule suspect n'était pas un simple braquage ou un cas isolé de violence urbaine. Dans le coffre, l'attirail d'une guerre privée, des couteaux de combat de standard militaire, des pistolets automatiques avec silencieux et des munitions de haute précision. Mais le véritable choc, celui qui a fait reculer les policiers en silence, est survenu lorsque les suspects ont exhibé leurs cartes officielles. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires fuyant la justice. C'étaient des agents actifs de la DGSE, le service de renseignement extérieur de la France, l'élite absolue de l'espionnage étatique, entraînée pour tuer au nom du drapeau. Ce qui a commencé comme une tentative d'homicide déjouée dans un quartier de classe moyenne, a ouvert les vannes de l'un des secrets les plus terrifiants de l'histoire moderne européenne. Un réseau de tueurs à gages opérant avec une précision militaire depuis l'intérieur de l'une des institutions les plus fermées et anciennes de l'humanité. Une loge maçonnique nommée Athanor, où rites sacrés et quêtes philosophiques servaient de couverture parfaite à des contrats de mort commandés sur le marché privé. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier occulte de la cellule Athanor, le jour où la conspiration a cessé d'être une théorie d'Internet pour devenir un dossier judiciaire réel et sanglant devant les tribunaux de Paris. Pour comprendre comment des espions de haut rang gouvernemental ont fini par former un escadron de la mort à des fins commerciales, nous devons plonger au cœur des noms qui bougeaient les pions derrière l'écran de fumée. À l'épicentre de ce séisme institutionnel se trouve Frédéric Vaglio. Un homme qui gravitait avec une aisance perturbante entre le monde des affaires légitimes et les bas-fonds de la sécurité privée de haut niveau. Vaglio n'était pas seulement un chef d'entreprise prospère aux contacts influents. Il était un maître maçon respecté de la loge Athanor, située à Puteaux, une zone extrêmement riche et stratégiquement proche du quartier d'affaires de la Défense. Mais Vaglio avait une connexion dangereuse et directe avec le bras armé et invisible de l'État, Daniel B., un officier de renseignement qui entretenait encore des liens profonds avec la prestigieuse DGSE. La DGSE est l'équivalent français de la CIA ou du MI6 britannique. Nous parlons d'agents formés à coups de milliards d'euros du contribuable pour mener des opérations létales en sol étranger, spécialistes de l'infiltration, du sabotage et de l'élimination des menaces contre les intérêts français. Le problème a commencé quand ces hommes ont décidé que leurs compétences spéciales et les ressources illimitées du gouvernement pouvaient être monnayées sur le marché privé. La loge Athanor, qui par définition devait être un refuge pour la recherche de la lumière et de la fraternité, est devenue le terrain de recrutement le plus fertile qu'un groupe de mercenaires puisse espérer. Là, sous le serment du silence absolu et de la loyauté inconditionnelle de la confrérie, Vaglio et Daniel B. ont construit une structure parallèle de pouvoir. Ils sélectionnaient chirurgicalement des agents de renseignement frustrés par leur solde bureaucratique et des entrepreneurs prêts à payer des petites fortunes pour écarter des concurrents sans laisser la moindre trace. Il ne s'agissait pas d'idéologie politique ou de sauver la patrie. Il s'agissait d'efficacité corporative et d'argent liquide. Le groupe opérait avec la précision d'une unité de force spéciale, croisant les bases de données secrètes du gouvernement français avec des intérêts privés occultes. L'enquête policière qui a suivi, et qui est restée gravée dans les annales du crime sous le nom d'affaire Athanor, a révélé des preuves documentaires qui semblent extraites d'un roman d'espionnage de John le Carré. Quand les enquêteurs ont enfin reçu l'autorisation de briser le secret des correspondances et de saisir les appareils cryptés du groupe, ils n'ont pas trouvé qu'un gang désorganisé. Ils ont trouvé des dossiers complets sur des civils ordinaires, des relevés détaillés de routines surveillées minute par minute, et des rapports de filature professionnelle qui suivaient rigoureusement les codes rédactionnels du renseignement français. La preuve la plus accablante et la plus bizarre est venue des aveux de Sébastien L., le partenaire de Daniel B., lors de cette nuit fatidique où ils ont tenté d'intercepter Marie-Hélène Dini.
Il a admis dans sa déposition officielle qu'il croyait dur comme fer accomplir une mission officielle de l'État. Il avait été manipulé par ses supérieurs de la cellule pour croire que cette femme était une espionne étrangère hautement dangereuse ou une menace imminente pour la sécurité nationale. C'est la preuve définitive du lavage de cerveau et de la manipulation psychologique qui s'opérait au sein de la loge. Les leaders de la cellule utilisaient la rhétorique patriotique pour convaincre de jeunes agents de commettre des assassinats brutaux. Mais l'enquête est allée bien au-delà d'une tentative de meurtre. Les détectives ont découvert des virements bancaires suspects sur des comptes occultes et une connexion directe avec le destin tragique de Laurent Pasquali. Pasquali était un pilote de course professionnel qui avait mystérieusement disparu de la surface de la Terre en 2018. Ses restes ne seront retrouvés que des années plus tard, dans un état déplorable, enterré dans une fosse peu profonde dans une forêt reculée. La police scientifique a réussi à relier la cellule Athanor à la disparition et à la mort du pilote. Le motif ? Pasquali devait de l'argent à un sponsor qui avait des liens avec la loge. Ce sponsor n'a pas cherché les voies légales de recouvrement. Il a cherché la solution finale de la cellule Athanor. Le verdict de mort a été rendu lors d'une réunion secrète à l'intérieur du temple maçonnique. L'État français était en train, à travers ses agents actifs, de traquer et d'éliminer ses propres citoyens pour régler des litiges financiers de tiers. C'est ici que nous entrons dans le domaine de la pure anomalie. Le détail sombre qui défie la logique des enquêteurs et des analystes de sécurité internationale jusqu'à ce jour. Comment une cellule de tueurs professionnels opérant au cœur de Paris a-t-elle pu mener des surveillances, des enlèvements et des exécutions pendant si longtemps sans déclencher la moindre alerte interne au sein de la DGSE? Nous parlons de l'une des agences d'espionnage les plus sophistiquées et paranoïaques de la planète. Les agents impliqués utilisaient des armes appartenant à l'arsenal officiel de l'armée. Des armes censées faire l'objet d'un traçage millimétré. Ils utilisaient des véhicules de service protégés par des fausses plaques et des identités forgées par le gouvernement pour mener des piges dans le milieu criminel. L'anomalie réside dans la faillite totale et absolue de supervision d'une institution qui, en théorie, devrait savoir ce que chacun de ses agents fait 24 heures sur 24. Ou peut-être, l'explication est-elle beaucoup plus sinistre qu'une simple négligence bureaucratique. Lors du procès, une question a plongé le tribunal dans un silence de mort. Est-ce que les supérieurs de ces agents ignoraient vraiment ce qui se passait? Ou la cellule Athanor n'était-elle que la partie émergée d'un immense iceberg d'opérations non officielles, celles auxquelles les gouvernements ont recours lorsqu'ils ont besoin d'un résultat létal, sans risquer le nom des institutions publiques. L'attitude des accusés devant le juge était hors du commun. Ils n'agissaient pas comme des criminels repentis ou effrayés. Ils gardaient une posture rigide, un regard militaire, et un silence sélectif qui indiquait clairement qu'ils suivaient encore un code de conduite supérieur, protégeant des secrets qui pourraient ébranler les structures de ministères entiers. Un autre point qui défie la compréhension est la lenteur de la franc-maçonnerie française à réagir. Pourquoi le système de renseignement d'État et la structure maçonnique, tous deux basés sur la vigilance mutuelle et une discipline stricte, ont-ils échoué exactement au même endroit et au même moment? Le sentiment terrible est que le groupe n'a été découvert qu'à cause d'une erreur d'amateur, une faille technique lors de cette nuit de juillet. Sans cette patrouille aléatoire de la police de quartier, combien d'autres noms d'hommes d'affaires et de civils français seraient aujourd'hui en train de pourrir dans des fosses anonymes dans les forêts d'Europe? Les hypothèses et théories qui gravitent autour de l'affaire Athanor représentent ce qu'il y a de plus sombre dans la géoconspiration réelle. La théorie officielle des procureurs est que la franc-maçonnerie a été infiltrée par un réseau de mercenaires opportunistes cherchant le déguisement parfait du secret fraternel pour couvrir leurs crimes. Mais il existe une théorie bien plus troublante qui circule à voix basse dans les couloirs du pouvoir en Europe. La théorie selon laquelle la cellule Athanor n'était pas un accident de parcours, mais un test grandeur nature, une unité expérimentale pour la privatisation de la violence d'État française. Pensez à la logistique froide de ce scénario. Si le gouvernement souhaite éliminer une menace interne ou un opposant, mais ne peut en assumer le coût politique, il utilise un réseau privé opérant sous le sceau d'une société discrète. Si le réseau est exposé et les agents capturés, le gouvernement sacrifie simplement les pions sur l'échiquier, affirmant qu'il ne s'agissait que de brebis galeuses, agissant pour leur propre compte,
motivés par l'appât du gain. C'est l'application parfaite et cruelle du déni plausible. Durant les mois épuisants du procès, les avocats de la défense ont tenté de dépeindre leurs clients comme des patriotes dévoués, trompés par de faux ordres supérieurs. Mais les procureurs ont balayé ce récit avec la froideur des relevés bancaires internationaux. Les paiements pour chaque contrat de mort oscillaient entre 15 et 50 000 euros. Des sommes qui, pour un agent de renseignement ordinaire, représentent des années de solde. Il ne s'agit pas d'amour de la patrie ou de protection de la République. Il s'agit de la transformation de l'entraînement d'élite de l'État en un produit de consommation pour le marché du crime. La confrontation finale au tribunal a révélé une toile d'influence s'étendant à des syndicats d'élite, de grandes entreprises de sécurité privée et même des politiciens locaux en quête de faveurs occultes que la loi n'aurait jamais permises. L'affaire Athanor n'était pas qu'un simple fait divers. C'était la révélation brutale qu'il existe une infrastructure de l'ombre prête à être activée par qui connaît les bons signaux. Une poignée de main spécifique, un mot de passe murmuré au temple et un transfert de fonds qui ne laissera jamais de traces. La confrontation entre l'image de la France, berceau de la démocratie et des droits de l'homme, et la réalité de ces espions traquant des civils dans des voitures volées, est une plaie qui a changé à jamais le regard du public sur les sociétés secrètes et le bras armé de l'État. Le procès de la cellule Athanor s'est finalement conclu par des condamnations envoyant les principaux protagonistes en prison pour de longues années. Mais les questions que l'affaire a laissées derrière elle restent sans réponse et pèsent bien plus lourd que n'importe quelle peine de réclusion. Frédéric Vaglio, Daniel B. et les autres agents habitent désormais des cellules froides, loin des rites et des opérations de terrain. Mais l'infrastructure systémique qui a permis leur existence est toujours là, intacte. La loge Athanor n'était-elle qu'un accident de parcours dans un réseau bien plus vaste, ou est-ce le modèle même de l'exercice du pouvoir quand les lumières s'éteignent? Nous avons vu de nos propres yeux ce qui arrive quand des agents d'élite, formés avec l'argent durement gagné des contribuables pour protéger l'intégrité de la nation, utilisent ce même entraînement pour traquer des citoyens ordinaires à des fins lucratives. La franc-maçonnerie française a tenté par tous les moyens de se distancier de ce cauchemar institutionnel, radiant les membres impliqués et fermant définitivement les portes de cette loge spécifique. Mais la tache de sang sur le tablier maçonnique reste visible pour qui veut bien la voir. La réalité nue et crue est que l'affaire Athanor prouve une thèse dangereuse, que sociétés secrètes et agences d'espionnage partagent exactement le même code génétique, le code du secret absolu, du cloisonnement de l'information et de la loyauté aveugle au-dessus de la loi des hommes. Et partout où règne le secret absolu et le pouvoir sans contrôle, la corruption de l'âme et la banalisation de la violence ne sont qu'une question de temps et d'opportunité. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez bien. Croyez-vous vraiment que ces agents ont agi de leur propre chef, mus par une cupidité isolée et fortuite, ou ont-ils été sacrifiés comme des pions pour protéger un échiquier bien plus vaste que le gouvernement français devait maintenir occulte à tout prix? Existe-t-il d'autres cellules comme Athanor opérant en ce moment même à Londres, Washington, Brasilia ou Tokyo? Peut-être même plus proche de votre quotidien que vous ne l'imaginez? Le cas de Marie-Hélène Dini a été le seul à échouer par un coup de chance de la police de proximité. Mais combien d'autres contrats ont été exécutés avec un succès total sous le silence des forêts françaises? Laissez votre théorie en commentaire. Nous devons discuter de ce qui se passe réellement dans l'ombre du pouvoir. La vérité n'est pas dans les discours officiels des autorités. Elle est cachée dans les détails qu'ils tentent d'effacer de l'histoire officielle à tout prix. À la prochaine enquête, où la prochaine vérité révélée pourrait être encore plus dangereuse que la première.